fonction de préfet maritime. Donc, tu nous fais le cadeau de ce soir de nous parler de ton action. Je pense que pour tout le monde, cette conférence sera non seulement passionnante, mais nécessaire pour mieux comprendre le rôle de l'État en mer et ton rôle en particulier. Je te laisse la parole. Merci Lionel. Bonjour à tous. Très heureux, comme l'a dit le commandant de la Marine à Marseille, le commandant du BMPM, d'être avec vous ce soir en tant que Marseillais. Je suis né, j'ai grandi dans le 8e arrondissement, donc je suis un très local de l'étape et j'ai failli faire l'école de la marine marchande à l'époque. Et puis bon, finalement, après le bac, ça a un tout petit peu changé d'orientation, mais j'ai failli me retrouver sur les bancs de cette école. Donc c'est un très grand plaisir d'être là ce soir. Et donc par rapport à mes différentes fonctions, à mes différentes expériences, ce soir je ne vais pas vous parler de la partie militaire, mais je vais vous parler de ma partie civile, de mes fonctions civiles, qui sont celles de préfet maritime. Et j'ai choisi de l'aborder, non pas sous un angle un peu théorique, mais plutôt de vous dire, voilà, pour 2023, quels vont être les travaux qu'on a à conduire, quels sont nos défis et également nos objectifs pour cette année 2023. Et donc, comme on arrive en 2023, qu'on est encore dans la période des vœux, je vous souhaite à tous, à vos familles, une très belle année 2023. Alors, pour commencer, peut-être pour aborder le sujet de ce qu'est un préfet maritime, tout ce qui se passe en mer vient de beaucoup de ce qui se passe en mer vient de la terre et beaucoup de ce qui se passe sur le littoral est influencé par ce qui vient de la mer. Ça commence par les ports, tout ce qui est transport maritime, activité portuaire, c'est un lien entre la mer et la terre, mais c'est vrai pour toutes les questions. Sur beaucoup de questions environnementales, la pollution plastique qu'on a en mer, elle vient de la terre, ou d'autres pollutions, etc. Ou quand on a une pollution d'hydrocarbures en mer, ça finit par arriver sur la côte. Donc en fait, le lien entre la mer et le littoral est très profond. Et c'est ce qui explique que dans la gouvernance des sujets mer-littoral, la gouvernance soit en fait très copilotée, puisque on va retrouver le plus souvent donc on a en fait une gouvernance, ce qu'on appelle des copréfets de façade, le préfet maritime et le préfet de la région PACA, qui est également copréfet de façade et qui couvre, donc, outre ses fonctions de préfet de département et de préfet de région, il a aussi cette responsabilité de coprésider la façade avec moi pour l'ensemble de la façade, c'est-à-dire Occitanie, PACA et Corse, pas seulement la région PACA, donc ça lui donne une responsabilité un peu particulière par rapport aux 3 autres préfets de région. Et ensemble, on va garantir cette gouvernance de la mer, du littoral et la continuité entre les deux. Ça commence, en fait, la première fonction qu'on va avoir dans ce pilotage de la mer et du littoral, c'est en fait la planification spatiale. C'est un peu comme à terre, vous avez des plans d'occupation des sols qui vont dire où est-ce qu'on peut faire telle activité, quelles sont les contraintes sur telle ou telle activité. En mer, aujourd'hui, autrefois, à part le transport maritime, quelques activités de plaisance, finalement la mer était peu occupée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'activités qui se développent en mer. Je vais y revenir en détaillant un peu tout à l'heure les principaux domaines d'activité aujourd'hui du monde maritime. Et donc, on a de plus en plus besoin d'avoir une planification spatiale. Cette planification spatiale, vous allez la trouver dans un document qui s'appelle le document stratégique de façade, le DSF, qui est en fait le document dans lequel l'ensemble des acteurs va pouvoir retrouver pour la mer territoriale, pour le littoral, pour la mer territoriale, pour la zone économique exclusive, où est-ce que telle ou telle activité peut se faire, comment c'est réglementé. Et également, il y a derrière une déclinaison, c'est ce qu'on appelle le plan d'action du DSF, qui va en donner en fait pour l'ensemble des services de l'État la feuille de route pour en fait la conduite des différents domaines d'activité économique, notamment en matière maritime et littorale. Aujourd'hui, un des principaux sujets d'activité économique en mer et qui occupe, justement, c'est pour ça que je l'ai abordé par la notion de planification spatiale, c'est l'éolien. Vous avez tous entendu le discours du président de la République, de la première ministre sur la volonté d'accélérer la transition avec les énergies renouvelables. À terre, on voit bien que les énergies renouvelables, c'est un peu contraint. Aujourd'hui, on a le développement essentiellement des panneaux solaires, qui est finalement la dernière chose qu'on arrive à peu près à installer à terre, sachant que l'éolien terrestre, c'est quasiment terminé. On a épuisé l'ensemble des domaines et il ne reste pas beaucoup de territoires disponibles et ça crée pas mal en plus de problèmes d'acceptabilité. Donc, la volonté, c'est de développer fortement l'éolien en mer.
pour répondre au nouveau mix énergétique voulu par le gouvernement. Donc, les parcs éoliens ont commencé à se développer là où il y avait le moins de fonds et le plus de vent. Donc, vous avez aujourd'hui des parcs qui ont commencé à être exploités en Atlantique, et puis vers les Saint-Nazaire, et puis en Manche et en Nord-Bretagne, des parcs qui sont en train d'être construits. En Méditerranée, on a pris un peu plus de retard pour la principale raison, en fait, que les zones où il y a à la fois suffisamment de vent, pas forcément d'autres usages concurrentiels pour développer les parcs, se trouvent par grands fonds. On est dans des zones où il y a plus de 100 mètres de fond, et donc on ne va pas pouvoir planter des pieux comme ça s'est fait jusqu'à maintenant sur les autres façades françaises. Il va falloir mettre en place de l'éolien flottant. Donc c'est des technos qui existent, hein. Il y a déjà des champs d'éolien flottant qui existent en mer du Nord, par exemple, mais au niveau français, c'est quelque chose qui est un peu moins maîtrisé, moins connu. Et donc, on a voulu procéder par une démarche incrémentale, et on a commencé par faire des projets pilotes. Donc aujourd'hui, vous avez 3 projets pilotes qui sont en cours de déploiement sur la façade. Le premier, Provence Grand Large, qui va être mis en place en 2023 et qui se trouve au sud de Fos-sur-Mer, au sud de la Camargue. Donc c'est 3 éoliennes, hein, les fermes pilotes, c'est 3-4 éoliennes. C'est vraiment pour tester les technologies, voir toutes les difficultés à la fois réglementaires, environnementales et industrielles auxquelles on est confronté, pour ensuite passer à la phase industrielle. Donc on a ce projet, puis on a 2 autres projets qui sont au large de l'Occitanie. Et c'est également 3-4 éoliennes chaque fois. Avec une mise en place là depuis Port-Vendre, qui est le port de départ pour le déploiement de ces éoliennes en Occitanie. Et ensuite, on a aujourd'hui 2 appels d'offres pour des fermes industrielles. Une ferme industrielle, c'est plusieurs dizaines d'éoliennes qui seront normalement une au large de Port-Vendre, donc au large de Port-la-Nouvelle en Occitanie, et le deuxième champ qui devrait être au sud de la Camargue, donc au sud de Fos-sur-Mer. Et donc il y a les appels d'offres, 13 consortiums internationaux qui ont répondu. Dépouillement des offres d'ici le mois de juin, annonce par l'État cet été des 2 lauréats qui auront été choisis pour chacun des champs industriels, et derrière début de la construction pour des fermes industrielles qui seront opérationnelles sur notre façade à l'horizon 2028 à peu près. Et dans la foulée, compte tenu de l'accélération voulue par le gouvernement, on va repartir sur de nouveau des appels d'offres pour identifier de nouveaux opérateurs et de nouveaux emplacements. Et donc tout ça, je reviens sur la planification spatiale, ça va demander à ce qu'on continue à travailler dans un cadre de concertation, puisque ces appels d'offres avaient fait l'objet de débats publics animés par la Commission nationale du débat public. Et donc là, on va repartir derrière, pendant l'année 2023, sur du débat public, et qui va associer les DSF et l'éolien, puisque, comme on l'a vu, l'éolien, c'est quand même une partie importante de l'occupation spatiale, et donc ça conditionne l'ensemble des usages. Donc j'ai parlé de l'éolien qui est aujourd'hui un domaine majeur de développement économique en mer. Deuxième sujet, c'est la pêche. Même si aujourd'hui, malheureusement, la pêche française en Méditerranée s'est beaucoup réduite compte tenu de l'évolution des stocks. On a encore aujourd'hui, notamment au Gros du Roi, à Sète, et à Port-la-Nouvelle, quelques activités de pêche significatives. Un peu moins en région PACA, mais néanmoins à Marseille et dans la région, on a également encore quelques acteurs et puis quelques petites activités, notamment de petits chalutiers ou de petits métiers en Corse. Cette pêche aujourd'hui, elle a été gérée jusqu'à maintenant de façon un peu décroissante. C'est-à-dire chaque fois qu'il y avait des évolutions des quotas européens, on avait tendance à acheter la paix sociale en finançant des sorties de flotte des navires. Et donc, inéluctablement, en fait, notre capacité de pêche s'est réduite. Alors, ça permet de maintenir les stocks. On l'a vu avec le thon rouge qui, après des années de diminution, aujourd'hui est en croissance et on peut de nouveau avoir des quotas satisfaisants de pêche du thon rouge. Mais il y a d'autres espèces, comme le merlu, par exemple, qui sont sous très forte pression en Méditerranée, pour lequel on est l'anguille aussi. C'est un sujet d'actualité avec les pêcheurs et on est inexorablement en train chaque année de baisser les stocks et donc de baisser le nombre de licences et le nombre de jours de pêche autorisés. Donc aujourd'hui, la réflexion qu'on a au niveau du gouvernement, c'est de dire qu'il faut qu'on change de logique. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, tout l'argent du gouvernement, finalement, il ne sert qu'à financer une activité décroissante. Donc là, il faut qu'on arrive aujourd'hui à repenser c'est quoi. On l'a bien vu avec le Covid et au-delà du Covid, tous les problèmes de résilience, de dépendance qu'on voit avec la crise ukrainienne. On ne peut pas se permettre en fait d'être complètement dépendant en matière d'approvisionnement
produits de la mer des pays étrangers. Il faut aussi qu'on conserve une capacité en France d'avoir une pêche. Je reviendrai aussi après sur le développement de l'aquaculture. Et donc, il faut qu'on maintienne ces capacités pour fournir au moins en partie le marché français. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur c'est quoi la pêche de demain, c'est quoi les nouveaux métiers, comment on a une pêche qui à la fois permet de maintenir, qui est cohérente des stocks, qui préserve l'environnement, donc moins de chaluts, moins d'engins qui abîment l'environnement et au contraire davantage de pêche. Je pense, je prends un exemple particulier, mais qui est sur notre façade très répandue, c'est la pêche au poulpe, où on a aujourd'hui avec la pêche au pot, par exemple, des dispositifs pour pêcher le poulpe qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la gestion du stock de poulpe sur la façade. Donc c'est toute cette réflexion sur, aujourd'hui, il faut que l'argent que l'État investit dans la pêche, il ne soit pas uniquement pour gérer de la décroissance, il soit pour gérer le maintien d'une activité de pêche dans la durée. Après la pêche, troisième secteur, le transport maritime. La question, alors vous avez pas mal entendu dans la presse, puisqu'on a parlé récemment de l'adoption par l'OMI d'une zone de faible émission d'oxyde de soufre en Méditerranée, donc qui est une avancée importante pour diminuer à la fois les rejets lorsque les bateaux sont dans les ports, mais également au large, puisque ça contribue aussi non seulement à la pollution de l'atmosphère, mais également à l'augmentation de l'acidification des océans. Donc on a à la fois un dispositif réglementaire qui se déploie à travers des normes internationales à l'OMI. Après, il y a aussi tout l'aspect volontariste des opérateurs qui, face au besoin de répondre aux attentes environnementales de l'ensemble de la population, se posent des questions de savoir finalement quels sont les domaines dans lesquels on doit aller. Aujourd'hui, la question pour le transport maritime, c'est bien la difficulté à identifier quels sont les carburants de demain. On a à un moment beaucoup parlé du GNL, qui a été donc vu comme finalement la solution pour réduire significativement les émissions et les particules. Un certain nombre d'opérateurs, CMA CGM par exemple, sur un certain nombre de ces lignes, notamment des lignes qui desservent Fos, c'est mis sur le GNL. On a aujourd'hui, certains le savent peut-être, un bâtiment ravitailleur de GNL qui est à Fos-sur-Mer et qui fait l'avitaillement des navires de CMA CGM qui sur la place marseillaise. Donc il y a le GNL, on a des bâtiments de croisière, on a eu la semaine dernière l'inauguration du Haga Leota, le nouveau navire de Corsica Linea qui est au GNL. Donc il y a certains opérateurs, certains armateurs qui se sont tournés vers le GNL. Il y a aussi l'hydrogène qui arrive, il y a le méthanol, il y a un certain nombre d'options. Et aujourd'hui, je pense que nos opérateurs économiques ont un peu besoin, sans doute, aussi que l'État, les organisations internationales soient capables de leur dire voilà ce qu'on pense demain, parce que c'est des gros investissements pour les armateurs. Et le fait aujourd'hui de ne pas vraiment savoir dans quelle direction on doit aller et quels seront demain finalement les carburants qui vont émerger au niveau international, c'est sans doute un risque pour les opérateurs et notamment vis-à-vis des armateurs français ou des bateaux pavillon français. On a tout intérêt au niveau de l'État de contribuer à cette réflexion sur quels sont les futurs carburants et qu'est-ce qu'on doit faire pour aider nos armateurs à faire leur choix. Cette pollution, elle est aussi dans les ports et puisqu'on est à Marseille, il y a eu récemment beaucoup de débats sur les conséquences des ferries, des croisières sur le port de Marseille. Et c'est un peu paradoxal parce qu'en France, où il y a ce débat assez fort sur la pollution et les conséquences qu'entraîne l'activité maritime sur la population, alors que paradoxalement, on est peut-être un des pays où il y a eu plus de choses qui ont déjà été faites et qui sont dans les tuyaux pour continuer à améliorer la situation. Comme quoi, parfois, entre le ressenti, la communication qu'on fait, on a besoin de mieux faire savoir ce qui est fait et on a aussi besoin parfois d'avoir des éléments concrets qui permettent de montrer la réalité des choses à nos concitoyens. On a lancé dans les ports français, c'est le cas à Sète, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Toulon, des électrifications de quais qui permettent notamment aux ferries petit à petit de pouvoir être branchés lorsqu'ils sont à quai et de pas
réémettre donc de la pollution pendant leur passage à quai. Marseille va bientôt aussi être en train de faire des travaux pour l'équipement branchement à quai des bâtiments de croisière, même si c'est beaucoup plus compliqué compte tenu des très grosses puissances qu'il faut pour les bâtiments de croisière et donc les problèmes après de raccordement à RTE que cela pose derrière. Mais voilà, il y a des choses qui sont faites. Il y a les filtres à particules qui ont été mis en place et qui permettent de limiter significativement les rejets pendant les escales notamment. Et pendant les transits dans la mer territoriale. Il y a, comme je l'évoquais tout à l'heure, un certain nombre de navires français qui sont passés au GNL avec une réduction très significative de la pollution. Donc beaucoup d'efforts ont été faits et tout ça c'est quasiment invisible et on ne voit que effectivement parfois sur quelques navires de croisière qui eux sont encore assez polluants, les nuages de fumée qui vont vers les quartiers marseillais et qui provoquent l'ire du maire ou de nos concitoyens. Donc voilà, donc je pense qu'il faut à la fois, comme on le disait la semaine dernière à bord du navire de Corsica Linea, il faut qu'on fasse davantage de communication sur ce qui est fait, sur les projets en cours et sur toutes les améliorations de façon à rassurer aussi sur la réduction qui est en cours de la pollution et sur les avancées qu'on va avoir dans les prochaines années assez rapidement. Puisque je parle du port, ça m'amène à vous parler des câbles. Les câbles sous-marins, les câbles Internet. On a la chance aujourd'hui que la France, en particulier le port de Marseille, sont un hub particulièrement important pour ces câbles. On a plus d'une dizaine de câbles qui arrivent à Marseille. Aujourd'hui, essentiellement concentrés sur une arrivée sur les plages du Prado, sur les bornes historiques de l'opérateur Orange. Aujourd'hui, le grand port s'est doté également d'aires de branchement et donc on travaille aussi pour petit à petit répartir ces câbles sur l'ensemble de la rade de façon à avoir une gestion plus homogène en fait de l'arrivée des câbles sur le port de Marseille. Mais c'est vraiment un enjeu parce que on voit bien qu'on a beaucoup d'opérateurs qui arrivent. Derrière, c'est toute la logique aussi des data centers qu'on essaye de développer sur la région marseillaise et ça fait, même si parfois c'est pas forcément évident de sentir en termes de, c'est peut-être pas beaucoup forcément d'emplois immédiats qui sont identifiés, mais c'est en fait une richesse de pouvoir faire arriver ces câbles. Et on travaille. J'ai vu que vous aviez lors de votre prochaine conférence Gaëlle Berthaud, qui est la nouvelle directrice du parc des Calons, qui sera là. On travaille étroitement justement aussi avec le parc pour minimiser l'impact de l'arrivée des câbles dans les atterrages de Marseille, puisqu'on passe dans le cœur du parc des Calanques. Et donc, c'est important qu'on ait le minimum d'impact à travers ces câbles, tout en maintenant la possibilité pour les opérateurs de pouvoir arriver sur le hub de Marseille. Alors justement, je vous parle de parc et donc je vais parler de l'environnement. Parce que finalement, dans la planification spatiale, aujourd'hui, l'environnement, c'est une composante importante. Ça prend beaucoup de place et c'est normal. Il faut qu'on protège notre environnement marin, qui a été sensiblement dégradé au cours de ces dernières années et qui progressivement se reconstitue grâce à l'ensemble des aires marines protégées dont on dispose sur la façade. Et donc, il faut qu'on arrive à optimiser. Le choix qui a été fait au niveau français et qui, moi, me convainc complètement, c'est de dire on n'a pas forcément besoin de zones de protection intégrale. Et on voit que, notamment dans les parcs nationaux ou dans certaines réserves, je pense à Port-Cros, par exemple, où on a un parc national depuis un certain nombre d'années, la réserve de Bagnouls aussi qui existe depuis assez longtemps. On voit qu'on peut maintenir des activités humaines, de la plongée, même parfois certaines activités de pêche contrôlées, tout en ayant un développement et un maintien de la biodiversité qui sont très importants. Donc, on est parti au niveau français, et le président Macron l'a redit, notamment lors du congrès de l'UICN à Marseille l'an dernier, sur des zones dans lesquelles on n'est pas sur une logique, donc comme je disais, de protection intégrale, on n'est pas non plus dans une logique de faire de la protection pour faire de la protection, on est dans une logique d'abord d'avoir les travaux scientifiques qui nous permettent d'identifier qu'est-ce qu'on veut protéger, et une fois qu'on sait ce qu'on veut protéger, on va ensuite prendre les mesures adaptées pour protéger ce qu'on veut protéger. Et s'il y a des choses qu'on peut autoriser, parce que ça n'a pas d'impact sur le milieu, voilà, on peut continuer. Voilà. Donc on essaye d'avoir un bon équilibre entre la protection adéquate de l'environnement et le maintien des activités humaines, en sachant qu'est-ce qu'on veut protéger et comment on peut le protéger. Bien évidemment, dans la protection de l'environnement, l'un des éléments les plus importants, c'est la protection en fait de tous les milieux où se fait la reproduction des espèces, parce que on sait très bien qu'à partir du moment où il y a des problèmes de reproduction, on a ensuite des problèmes de baisse de la biodiversité, baisse des stocks.
Aujourd'hui, dans notre organisation française, on a un millefeuille administratif, il faut le dire, avec les aires marines protégées, puisqu'on a des réserves, on a des parcs nationaux, on a des parcs régionaux, des parcs marins, on a des aires Natura 2000, et tout ça se recoupe plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a des zones où on est dans une réserve, en même temps on est dans un parc marin, on est dans une zone Natura 2000, en même temps on est dans un parc national, etc., etc. Bon, c'est pas optimal en termes de gouvernance et c'est parfois assez critiqué vu de l'extérieur, on nous dit c'est incompréhensible, etc. Ça suppose que les différents organes de gouvernance de chacune des aires marines protégées, lorsqu'elles se recoupent, travaillent ensemble. Mais globalement, de ce que je vois, puisque je suis commissaire du gouvernement ou membre des conseils d'administration de l'ensemble des, ou président même pour les aires Natura 2000, donc de l'ensemble, je suis présent dans l'ensemble des AMP, conseil de gestion des AMP. En fait, globalement, ça se passe bien et on protège efficacement l'environnement, on a du résultat. Donc je pense qu'il faut accepter qu'on ait une organisation qui est l'héritage du passé, l'empilement de différentes structures qui sont arrivées au fil du temps. Peut-être que progressivement, on ira vers une simplification des choses, mais en tout cas, on peut vivre avec. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est pas forcément le mal français, c'est souvent de se dire que parce qu'on change des organigrammes ou parce qu'on change des organisations, on va régler le problème. Je ne pense pas que ce soit la réalité. La réalité, c'est que les gens qui sont concernés par un sujet sont autour de la table, se parlent et ensemble trouvent les solutions au problème. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans la plupart de nos aires marines protégées et ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui, juste pour vous rappeler, on a la protection du littoral français en Méditerranée. C'est essentiellement 2 grands parcs nationaux, le parc des Calanques, le parc national de Porquerolles, qui inclut l'ensemble des îles Levant, Porquerolles. C'est 2 grands parcs marins, le parc marin du col du Lion, centré sur les PO et l'Aude, et puis le parc marin du Cap Corse et des Agriades, donc au nord de la Corse. Et puis après, un certain nombre d'autres parcs réserves qui couvrent quasiment l'ensemble aujourd'hui du littoral français. Comme je vous l'ai dit, ce à quoi on est très attaché, c'est d'abord la reproduction des espèces. Et là, en fait, on a toujours plus besoin de travaux scientifiques parce qu'on voit bien que quasiment chaque jour, on découvre des zones où on ne pensait pas qu'il se passait quelque chose et on se rend compte que finalement, c'est une zone qui est intéressante pour la biodiversité parce qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Donc, on a toujours besoin de ce travail des scientifiques pour nous permettre d'identifier vraiment où on doit porter notre effort en matière de protection. Et la deuxième chose en matière de protection de l'environnement en Méditerranée, c'est la protection de la Posidonie. Alors c'est un peu un cheval de bataille des préfets maritimes depuis quelques années, mais parce que l'herbier de Posidonie en Méditerranée, c'est à la fois une capacité de stockage du CO2 qui est phénoménale. 1 mètre carré de Posidonie, ça stocke 4 fois plus de CO2 que surface équivalente la forêt amazonienne. Donc, on a une capacité de stockage qui est très importante. C'est également là que se fait la nurserie pour le renouvellement de tous les bébés poissons ou différentes espèces. Donc, c'est vraiment fondamental pour la reproduction. Et puis ensuite, ça fixe les sols. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un autre sujet mer littoral, c'est l'érosion, le problème du trait de côte et l'érosion de la côte. Et en fait, plus on a ces herbiers de Posidonie sur la côte, et plus en fait, on va limiter l'impact de l'érosion et donc limiter le retrait du trait de côte. Donc, on avait un herbier de Posidonie qui était assez dégradé pour plein de raisons, notamment pendant longtemps la pollution due au rejet en mer. Aujourd'hui, avec les stations d'épuration, on a une qualité de l'eau qui a permis d'améliorer la qualité de l'herbier par rapport à la qualité de l'eau. Et ensuite, on a le problème des ancres. Et les arrêtés qu'on a pris depuis quelques années, que je suis en train de finaliser, puisqu'il reste encore quelques arrêtés à prendre sur la Corse, permettent aujourd'hui globalement d'avoir interdit l'ancrage de tous les bateaux de grande taille, c'est-à-dire plus de 20 ou 24 mètres selon les endroits, dans les herbiers de Posidonie. Et donc ça permet aujourd'hui de protéger de façon très correcte l'herbier. Et on a depuis sur les 3 dernières années, en fait, depuis qu'on a vraiment eu un dispositif d'arrêtés qui sont en place, et aujourd'hui, l'agence de l'eau du bassin Méditerranée-Rhône-Alpes estime qu'on a diminué par 4 la pression sur l'herbier de Posidonie. Donc en fait, en peu de temps, on a considérablement amélioré la capacité de maintien et de régénération de cet herbier.
Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Donc j'ai évoqué effectivement les yachts, parce que les yachts, c'est un peu comme tout à l'heure je parlais des bâtiments de commerce, du transport maritime, qui sont finalement aujourd'hui les mal aimés, alors qu'on en a besoin pour se ravitailler, on a besoin de nos ports. Donc il faut aussi qu'on trouve des solutions, mais qu'on ne tape pas sur les opérateurs maritimes. De la même façon, les yachts ont eu très mauvaise presse ces dernières années, parce que justement, on les accuse entre autres de dégrader l'environnement, que ce soit pollution sonore, pollution lumineuse et les encres. Ce que je pense, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années. On travaille étroitement avec l'industrie du yachting pour encadrer et faire en sorte que les yachts n'utilisent pas leur lumière la nuit, ne fassent pas du bruit avec des boîtes de nuit sur l'eau, ne mettent pas leurs ancres au mauvais endroit, comme je l'évoquais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tuer l'industrie du yachting. Il faut savoir qu'en France, et ça, j'en viens à un autre secteur d'activité économique, la grande plaisance, au yachting. La grande plaisance, c'est aujourd'hui, on a, pendant la saison estivale, en gros du printemps à l'automne, on a 50% de la grande plaisance mondiale qui est sur la Côte d'Azur, entre Marseille et la frontière italienne. Donc, financièrement, c'est une manne très importante. Et surtout, c'est une manne fondamentale pour nous, tous nos chantiers de réparation et d'entretien. Tous les chantiers que vous avez à Marseille, à La Ciotat, à La Seine, à Antibes, à Cannes, etc., notamment qui ont été créés après, enfin, qui sont arrivés après la fin des grands chantiers de construction navale qu'on avait traditionnellement à Marseille, La Ciotat ou La Seine, par exemple. Tous ces chantiers aujourd'hui font vivre une activité économique très importante. La région PACA, d'ailleurs, est en train de faire chiffrer cette activité économique pour bien montrer l'apport, en fait, parce que souvent on dit, mais finalement, la grande plaisance, c'est pour les riches, qu'est-ce que ça nous rapporte? Ça nous rapporte beaucoup d'activités économiques. Et donc, il faut les encadrer, mais il ne faut pas les tuer et les faire partir, parce que c'est très important pour la façade. Alors, je suis en train de regarder, qu'est-ce que j'ai oublié dans mon panorama? Une autre activité importante, c'est le tourisme. Et là aussi, autrefois, on avait des Français qui venaient, il y avait quelques plaisanciers qui sortaient de temps en temps avec leur voilier ou leur bateau à moteur. Il y avait des plaisanciers qui allaient à la plage, éventuellement à la planche à voile depuis quelques années. En quelques années, il y a eu plusieurs phénomènes qui sont arrivés. Bon, on a eu très récemment le Covid. Le Covid, ça a poussé en fait vers le littoral français beaucoup de Français qui avant finalement sont restés chez eux et qui là ont eu besoin un peu d'espace après le confinement. Des gens qui partaient à l'étranger puis qui se sont dit finalement on va rester en France et qui ont pris plaisir à venir sur les côtes françaises. On a une multiplication du type d'engins. Aujourd'hui, quasiment tous les jours, il y a des nouveaux engins qui arrivent avec du foil, avec différents types de voiles, avec différents types de motorisation, etc. Donc, il faut suivre en permanence en termes de réglementation ces nouveaux entrants. On a de plus en plus, comme je l'ai dit, de gens qui viennent, qui ne connaissent pas la mer. Avant, globalement, les gens qui allaient en mer, soit c'était des gens qui avaient l'habitude d'aller en mer ou qui habitaient au bord de la mer. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui arrivent, qui n'ont jamais vu la mer, qui louent un bateau, qui partent en mer sans rien connaître. Et on a le phénomène, comme à terre avec les locations, on a de plus en plus de phénomènes de location sur Internet qui posent deux problèmes. C'est que d'abord, d'une part, ça fait beaucoup plus de gens sur l'eau. Et d'autre part, quand un loueur professionnel loue un bateau à un usager, de par sa déontologie professionnelle, sa réputation, les risques qu'il peut encourir vis-à-vis de l'État, il va faire attention à s'assurer en général que la personne à qui il loue a bien son permis, connaît, il va le briefer éventuellement sur les usages à respecter dans la zone où va naviguer l'intéressé, etc. Lui parler de la météo. Donc on a un certain cadre dans lequel va se déployer l'activité du plaisancier. Lorsque vous louez sur Internet, parfois vous arrivez, on vous donne la clé du bateau, vous partez et on ne vérifie pas vos connaissances, vos papiers, etc. Et donc on se retrouve de plus en plus sur l'eau à avoir des gens en fait qui ne connaissent absolument rien, qui ne sont pas briefés, qui ne savent même pas maîtriser leur embarcation. Et donc une multiplication des appels de sauvetage qui saturent complètement à la fois
mon centre de sauvetage qui est le CROSS, et puis la SNSM qui intervient en permanence pour des choses pour lesquelles ils ne devraient pas intervenir. C'est des bénévoles, donc ils sont prêts à prendre sur leur temps pour aller sauver des gens, pour aller dire à quelqu'un vous avez dû mettre du gazole dans le moteur, ou pour expliquer comment on rentre parce qu'ils sont perdus. Enfin voilà. Donc c'est un nouveau phénomène avec lequel il faut faire. J'avoue qu'on a un peu du mal à savoir finalement quelle méthode utiliser. On essaie de faire de la pédagogie, de faire des campagnes de communication, d'informer au maximum, de sensibiliser. Mais le bilan de la dernière saison estivale a encore montré que on a quand même un certain nombre d'usagers qui continuent à partir en mer sans rien connaître, sans prendre aucune précaution, sans être correctement équipés. Donc vous partez, voilà, il fait beau. Vous partez en mer équipé léger, bah oui, quand la nuit tombe en mer, il fait tout de suite froid et on peut rencontrer des problèmes. On a problèmes récurrents sur les jet skis. Vous allez me dire c'est peut-être anecdotique, mais ça fait partie des choses pour lesquelles, là aussi, l'absence de réglementation ou la faible connaissance des usagers fait qu'on a beaucoup d'accidents où le passager à l'arrière est éjecté et tombe en fait passe dans les tuyères en fait d'échappement du jet ski avec des dégâts au niveau du corps qui sont très très graves, et souvent définitifs. Donc voilà, donc on essaye de se battre pour que les gens pensent mettre en shorty quand ils sont sur un jet ski, etc. Et voilà, il y a beaucoup en matière autant sur la sécurité routière, je pense que par le passé on a beaucoup progressé. Autant sur la sécurité en matière de loisirs nautiques, on a encore beaucoup de choses à faire pour sensibiliser les gens, pour toucher les gens et pour leur faire prendre conscience en fait des risques. La mer, oui, ça paraît comme ça anodin quand on est sur la plage et qu'il fait beau, mais en fait très rapidement les conditions météo peuvent changer. Et si on n'a pas les bons équipements, si on n'a pas la bonne connaissance, on peut très rapidement se retrouver en situation difficile. Et je vais finir pour vous laisser un peu de temps pour les questions. Par aborder un dernier sujet qui est la génération en fait, de compétences pour les métiers du maritime. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'en fait le monde maritime évolue. Aujourd'hui, avec le développement de l'éolien, on va avoir de nouveaux acteurs sur l'eau pour aller installer les parcs, pour faire la maintenance des parcs, pour faire la surveillance autour des parcs. Peut-être des pêcheurs qui vont se reconvertir. J'ai évoqué tout à l'heure le besoin de maintenir une filière pêche. La maintenance des câbles. Donc, on a beaucoup de nouvelles activités. Il faut impérativement le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, même dès à présent, on manque de main-d'œuvre. Vous allez me dire, c'est vrai partout. Hein. On a vu à la rentrée, on n'avait pas de chauffeur de bus pour les cars scolaires, et on manque de personnel dans les hôpitaux. Dans le domaine maritime, c'est pareil. Aujourd'hui, on a la chance que globalement, à part un peu la pêche, pour lequel j'évoquais tout à l'heure des difficultés, mais globalement, quand on regarde le transport maritime, quand on regarde le yachting, quand on regarde le tourisme, quand on regarde la réparation navale, tous les acteurs économiques nous disent ça marche bien, on a du boulot, on a des bonnes perspectives, mais on n'a pas la main-d'œuvre, on manque de main-d'œuvre, on est obligé de refuser certaines activités parce qu'on n'a pas les bonnes personnes. Aujourd'hui, avec notamment, comme je l'évoquais, tout le développement à venir de l'éolien, entre autres, il est impératif qu'on approfondisse, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, il y a déjà des choses qui existent, mais il est impératif qu'on approfondisse en fait la réflexion sur quels sont les métiers dont on a besoin demain pour alimenter l'ensemble de la filière du domaine maritime. Et qu'on s'assure que d'abord, on aille bien chercher les gens pour les sensibiliser, leur faire connaître les métiers et qu'ils se dirigent vers ces filières-là, et qu'ensuite on ait bien les formations professionnelles. Alors c'est déjà quelque chose qui existe puisqu'on a le campus des métiers de la mer, et un certain nombre de travaux qui sont pilotés justement par le Conseil maritime de façade, qui est l'instance de concertation qu'on a au niveau de la façade pour étudier ensemble avec l'ensemble des élus, des acteurs économiques, des associations, etc., les problématiques du monde maritime. Mais il faut sans doute qu'on structure davantage la réflexion au niveau de l'État, avec l'ensemble des acteurs sur les besoins qu'on aura demain en matière de ressources humaines, avec quelle formation derrière, et qu'on s'assure qu'on met bien tout ça en place pour être capable de répondre aux enjeux économiques qu'on aura demain, parce que c'est pas au moment où on sait très bien qu'en matière de RH, les choses se font dans la durée. Et il faut donc qu'on anticipe au plus tôt, et comme on est dans une école, c'est tout particulièrement bien fait pour faire ma conclusion. Voilà, j'espère qu'à travers ce paysage,
des sujets du... Ah oui, alors dernier petit sujet, parce que je l'ai brièvement évoqué, mais je vais finir par ça. C'est le recul du trait de côte et le problème de la montée des eaux. C'est un sujet qui est très sensible en fait pour toutes les communes du littoral, parce qu'en fait, vu de l'état, nous on se dit de toute façon c'est un phénomène inéluctable. Il y a des cartes qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites. On sait qu'il y a des endroits, je pense à certains endroits en Camargue, sur le littoral languedocien, où on n'arrivera pas à se battre contre le recul. Il faut accepter de rendre certaines zones à la nature, à l'eau. Et en revanche, il y a d'autres endroits où effectivement on peut se battre et on peut essayer de protéger. Bon, c'est clair que pour chaque maire, lui, il a envie de protéger tout son littoral et toute sa façade, et c'est difficilement acceptable de lui dire qu'une partie de son territoire va être envahie par la mer. Donc il y a aujourd'hui une difficulté d'acceptation par les maires de ce sujet-là et d'adhésion en fait des communes à la politique qui est menée par l'État sur la gestion du trait de côte. Donc c'est un travail de conviction qu'on a à faire avec eux. Et notamment, ça s'articule avec un autre sujet qui est la réduction de l'artificialisation. Vous savez peut-être que depuis la loi résilience climat, à terre, on est sur du zéro artificialisation nette, ce qu'on appelle le ZAN. En mer, il n'y a pas de contrainte de zéro artificialisation nette. Néanmoins, on nous demande, donc là encore, les copréfets de façade, on doit au niveau de la façade aller vers une réduction de l'artificialisation en mer. Artificialisation en mer qui concerne aussi bien du linéaire, de côte et d'artificialisation que du surfacique, c'est-à-dire quand vous faites un ouvrage, si votre ouvrage il fait tant de mètres carrés, ça fait voilà. Bon, aujourd'hui, on s'autofixe dans le DSF le taux de réduction qu'on s'impose pour l'artificialisation en mer. C'est pas quelque chose qui est dans la loi, comme je disais, contrairement à ce qui se passe à terre. Néanmoins, forcément, il y a une forte volonté de réduire l'artificialisation. Et forcément, qui dit réduire l'artificialisation dit qu'on peut moins faire que par le passé des ouvrages en mer, des digues, des structures qui coupent la houle, etc., pour justement éviter l'érosion des côtes et donc le retrait du trait de côte. Voilà. Donc là aussi, en fait, ce qui accentue la difficulté aujourd'hui, la complexité en tout cas de la gestion du trait de côte et de la gestion de la protection de ce qu'on veut protéger, c'est en fait qu'on est plus limité qu'autrefois sur ce qu'on peut construire en fait en mer en matière d'artificialisation pour justement construire des ouvrages de digues jetées, etc., qui protègent la côte. Voilà. Donc ça fait aussi pas. Enfin, la façon dont on pilote la réduction de l'artificialisation en mer est aussi un facteur d'entrée dans le dialogue qu'on a avec les collectivités sur la gestion du trait de côte. Et comme c'est très politiquement sensible, en fait, c'est deux sujets qui aujourd'hui ont pas mal dans les collectivités territoriales de sensibilité politique. Voilà, et donc cette fois-ci, je pense que j'ai définitivement terminé ce que je voulais partager avec vous ce soir et je suis prêt à répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, Amiral, pour ce panorama très complet. Alors,